Éric Clodière est formateur, conférencier, créateur de nouvelles formes de constellation familiale en groupe et en individuel. Et cette fois-ci, il nous offre une conférence magnifique, l'art de rêver. Dans cette conférence, Éric va nous expliquer comment, de la qualité de nos rêves, dépend la qualité de nos réalisations. Et nous verrons par la pratique comment les constellations familiales peuvent grandement améliorer cette qualité de rêve et de réalisation. Bonjour, je voudrais d'abord remercier Anna et toute son équipe de m'avoir à nouveau invité pour intervenir dans ce sommet de la conscience. Le sujet, la puissance de la réalisation des rêves partagés, et j'ai choisi de parler plutôt de l'art de rêver, de venir avant la réalisation. Tout ça peut-être pour définir qu'est-ce que c'est que rêver, qu'est-ce qu'on fait quand on rêve ensemble. C'est intéressant de voir que ce mot rêver a un double sens, c'est-à-dire qu'il y a rêver consciemment, c'est-à-dire rêver le jour, c'est le rêve éveillé, et rêver inconsciemment, qui a quand même une sacrée haute dimension, c'est le rêve quand on dort. Et est-ce qu'on rêve ensemble quand on dort? Ça, c'est une question que je laisse en suspens. En tout cas, on va parler surtout des rêves ensemble qu'on peut avoir, qu'on peut partager pour construire un monde meilleur, pour aller vers l'harmonie, pour changer nos vies, pour progresser. Ça, c'est des rêves comme ça, on peut en partager plein. Il y a pas mal de choses drôlement intéressantes dans le passage à la réalisation du rêve. Et moi, j'aimerais plutôt parler d'avant ce passage. J'aimerais plutôt parler de à partir de où on rêve. Et j'aimerais faire un parallèle avec un domaine que je connais bien, qui est celui de la guérison. Qu'est-ce que c'est? Comment on guérit? Comment ça se passe? Comment on rêve ensemble une guérison quand on fait un travail de constellation? Ou un chaman, comment il rêve, entre guillemets, une guérison, et comment après, c'est selon la qualité du rêve, bon, après il y a une guérison ou pas, ok, mais selon la qualité du rêve, il y a plus, ce rêve devient plus une vision quelque part qui va porter la réalisation. C'est beaucoup plus fort que juste un rêve et puis on va agir pour le mettre en place. Il y a une qualité de rêve qui devient de l'ordre de la vision qui porte. Et pour ça, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est dans le parallèle à la guérison, c'est le placebo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de placebo dans la médecine? C'est pas une histoire de rêve qui vient guérir. Et j'aimerais juste rappeler quelques faits, même s'ils sont évidents. J'aimerais vraiment pouvoir donner 2 ou 3 exemples d'expériences qui ont été faites parmi les milliers d'expériences qui ont été faites sur l'effet placebo dans le monde. Je voudrais commencer par Portland, aux États-Unis en 2008. C'est Barry Hawken qui a pris 2 groupes de gens âgés et qui a donné un placebo comme stimulant intellectuel et à l'autre non. Au bout de 15 jours de prise, on s'est aperçu de résultats extraordinaires pour le groupe à placebo au niveau du temps de réaction, au niveau de la mémoire, au niveau des tests d'attention. C'est intéressant de voir à quel point tout d'un coup une personne peut rajeunir avec un effet placebo. Dans le même genre, à Turin, en 2003, en Italie, l'équipe de Fabrizio Benedetti a déclaré à un étage en Italie, l'équipe de Fabrizio Benedetti a déclaré à un étage psychiatrique qu'ils arrêtaient de donner un anxiolytique. Et alors qu'ils continuaient à le donner. Et au moment de l'annonce, 4 heures plus tard, beaucoup de crises d'angoisse et d'anxiété.
Tout ça nous paraît logique, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, à Sydney, en Australie, en 2012, George Mirelli a fait une chirurgie du tennis elbow, donc une inflammation du muscle du coude. Et cette opération consiste à enlever la partie inflammée. Il a pris 13 personnes à qui il a enlevé vraiment la partie enflammée et 13 personnes à qui il a seulement ouvert et il n'a rien fait d'autre. Et on s'aperçoit, même avec un suivi 2 ans et demi après, que c'est le même résultat pour un groupe ou pour l'autre. Ça nous fait penser à nos guérisseurs philippins, de la puissance qu'a un acte symbolique comme une opération. Si on va pousser le bouchon plus loin, à Bassel, en Suisse, en 2007, sur 160 volontaires, on leur a fait tous exactement une petite brûlure électrique la même. À certains, on a pris 3 groupes. À certains, on leur a mis une pommade, on leur a mis la vraie pommade. À certains, on leur a mis un placebo en leur disant il n'y a aucun principe actif, c'est le deuxième groupe, aucun principe actif dans ce placebo. Et au troisième groupe, on leur a dit c'est un placebo, il n'y a pas de principe actif, mais on va prendre un quart d'heure pour vous expliquer la puissance du placebo. Et bien figurez-vous que le deuxième groupe n'a pas eu de bons résultats, mais le premier groupe, c'est-à-dire avec le vrai médicament, et le troisième groupe à qui on a expliqué la puissance du placebo avait la même quantité de résultats positifs. C'est intéressant de voir là, on commence à voir que dans la croyance et dans le fait de rêver ensemble, de rêver une guérison, on peut même être conscient que c'est qu'un rêve et ça marche quand même. Après, on verra après. Il y a aussi une autre chose intéressante, c'est fait à San Antonio en 2008. On s'est aperçu que quand un maître croyait donner un médicament actif à son chien, il y avait beaucoup plus de résultats. Que le médicament soit un placebo ou un vrai médicament, c'était pareil. C'est-à-dire que le facteur, c'était que le maître croyait profondément que ce médicament allait être actif. Donc voilà la puissance du rêve. Et maintenant, je voudrais passer à un exercice que vous pourriez faire vous-même, parce que je voudrais aussi parler de où on place notre attention, parce que ça va être l'exercice que je vais faire un peu plus tard. Quelle est l'importance de cette attention ? Voilà, je voudrais que vous regardiez cette image. Voici l'image. Vous pouvez remarquer qu'il y a une croix au milieu. Je vous demande, ça c'est un test de l'attention. Fixez sans bouger les yeux. Fixez bien le centre de cette image pendant plusieurs secondes pour ce test. Vous verrez qu'elle se déplace doucement, mais vous continuez à fixer comme si vous vouliez voir qu'est-ce qu'il y avait de plus que cette petite croix au milieu. Vous verrez alors les couleurs ou progressivement tout d'un coup s'effacer, en tout cas perdre de leur importance. C'est l'effet Troxler, découvert en 1804. Il illustre le fonctionnement de notre perception hors de l'attention. Les signaux jugés non importants sont évacués de la mémoire de travail. Ils n'existent plus pour l'esprit. Le cerveau se focalise quasiment uniquement sur l'attention. Peu d'informations traitées par lui en dehors de l'attention. Une étude publiée en 2018 par Ronald Rensig de l'Université de Colombie-Britannique au Canada montre que le cerveau est hyperactif sur l'attention. Suivez bien la petite croix pendant ce temps-là et voyez ce qui se passe. Le cerveau explore jusqu'à 4 fois par seconde l'environnement visuel pour trouver de nouveaux sujets sur lesquels se poser. Toujours au sujet de cette attention que nous avons, nous humains. Aux États-Unis, ils ont étudié ce que ça changeait selon où on posait notre attention. À l'aide de scans cérébraux, ils se sont aperçus qu'on la posait souvent sur notre identification, sur notre propre personnalité, qu'on faisait attention à définir et à redéfinir sans cesse qui nous sommes, ce que nous aimons pas, les goûts et les couleurs. Et ils se sont aperçus aussi que le cerveau, quand il sortait de cette zone, quand on commençait à faire attention à
un espace unifié, sans temps, en tout cas sans identité. Et pour parler de ce hors du temps, je vais insister là-dessus. Une autre expérience intéressante en 2019, faite avec 14 volontaires, avec des IRM des lobes occipitaux. On a découvert, parce que la question, enfin pardon, je vais trop vite. La question, c'est que on leur a proposé de regarder des images géométriques simples, d'en choisir une, volontairement, de prendre le temps d'en choisir une, de les regarder d'abord, prendre le temps de les regarder, puis prendre le temps d'en choisir une, et une fois choisie, de la dessiner. Et bien, on s'est aperçu que le moment où la personne décidait de choisir était en retard par rapport au cerveau qui, lui, l'avait choisi en moyenne 11 secondes avant. 11 secondes, mais c'est une éternité. Le cerveau, à peine il a vu les images, comme il connaît la consigne, avait déjà choisi. Et la personne croyait choisir après, alors que le choix était déjà fait. C'est un peu impressionnant, ce genre d'étude sur quelle est notre liberté quand on croit choisir quelque chose. Quand on croit prendre une décision, quand dans nos rêves, on croit vouloir rêver quelque chose, quand on a des projets, qu'on croit avoir créé ce projet. Qu'est-ce qui se passe pour que le cerveau est déjà avant nous, quand je dis nous, moi conscient, déjà fait son choix? Ça nous amène à parler du temps et ça nous amène à parler de justement où est-ce qu'on va rêver ensemble, à partir d'où on va rêver ensemble. Est-ce qu'on va laisser à chaque fois le cerveau rêver avant nous et du coup peut-être avoir des rêves en boucle et peut-être même du coup patiner dans la semoule au niveau de nos créations collectives puisque nous sommes tous en train de rêver ensemble, ou est-ce qu'on va se déplacer dans le temps? Parce que quelque part il y a en médecine, si on fait toujours l'analogie avec la guérison, au niveau de rêver, parce qu'on peut partir là-dessus, en médecine, en tout cas occidentale, le temps est linéaire. La notion de guérison est très associée à un temps linéaire, petit a, petit b, protocole. D'abord les prodromes, après, il y a vraiment une histoire de temps linéaire, alors que si on regarde les moyens de guérison des peuples premiers et d'autres endroits du monde, ça a à voir avec sortir du temps. Ça a à voir avec, par exemple, en chamanisme, ça a à voir avec revenir à un temps d'avant. Ça veut dire quoi, revenir à un temps d'avant? Bien sûr, en psychologie, on le fait aussi, c'est revenir à un temps d'avant le symptôme. Mais c'est peut-être même revenir à un temps d'avant la création du symptôme. C'est peut-être même revenir à un temps d'avant la création tout court. Et c'est intéressant comme démarche. C'est comme si on pouvait le temps, c'est une vision du temps différente, c'est comme si le temps n'existait pas vraiment, qu'on pouvait remonter le temps et réécrire l'histoire. Ce changement de rapport au temps va changer notre rapport à l'objet de nos rêves. Qu'on rêve d'une guérison ou qu'on rêve d'un projet à faire en commun, ou de changer quoi que ce soit, ou d'une transformation, à partir du moment où je suis dans un état hors du temps, j'ai forcément un détachement déjà par rapport à ce projet, puisque je peux même être avant la création de ce projet. Et pour moi, toute sortie du temps linéaire est déjà un état de transe. Toute sortie du temps linéaire est déjà un état de transe et du coup, on commence à travailler aussi dans l'invisible. Dans cet état de transe, on commence à créer des liens invisibles. Si on met notre attention sur cet état, ce qui n'est pas classique en général quand on rêve ensemble, si on met notre attention sur cet état d'être avant même tout projet, avant tout désir de rêver ensemble, si on se met même avant la création de tout ça, avant la création du monde, diraient les chamans, si on est dans cet état-là, on est dans un état de monde du tout possible. Et si on laisse son attention dans ce monde du tout possible, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui se tisse et on va parler des moyens d'être dans cet état-là. Parce que, avec mon expérience en constellation et en chamanisme, je suis persuadé que cet état-là décloisonne, nous fait voir plus clair et à un niveau beaucoup plus subtil devient porteur de toute réalisation. En constellation, on a exactement ça. On est en même temps
tout le groupe dans un rêver ensemble, un projet commun, c'est-à-dire dans de l'histoire, c'est-à-dire de vouloir réparer des blessures, de vouloir guérir une maladie, de vouloir transformer un comportement, de vouloir, etc., etc. Il y a de l'histoire et du rêver ensemble bien factuel, bien concret, et en même temps, toutes ces histoires, toutes ces mémoires qui sont convoquées dans cet espace des constellations et dans le groupe ne sont qu'une partie. L'autre partie, c'est le présent, c'est tout un groupe qui est dans cet éternel présent et qui accueille des histoires. Donc ce détachement-là, hors du temps, il est là aussi. C'est toute cette qualité-là du réel, du présent éternel qui vient faire la puissance de la transformation des rêves qu'on pose en constellation. Qu'est-ce que je pourrais approcher avec ça pour vous faire sentir, mais je pense que c'est pas compliqué, sauf que ça correspond pas à des mots. Peut-être ce koan zen qui dit « Qui étais-tu avant ta naissance ?» Cet absurde-là nous ramène en dehors du temps. Où il y a un endroit qui me plaît beaucoup aussi, c'est si, je ne sais pas si vous connaissez en méditation la question « Qui suis-je » Si vous êtes dans cette question-là très profondément, très intense, mais qui suis-je vraiment? Et que vous vous posez cette question et que vous décidez de ne pas y répondre, de vous la poser et de garder l'espace, le petite seconde qu'il y a entre « je me pose la question et je réponds quelque chose ». Entre les deux, il y a une petite éternité. Si vous pouvez vous dire « qui suis-je » et vous arrêtez là. Après le « qui suis-je », avant la réponse, c'est un temps dans un endroit en dehors de l'histoire, un endroit qui nous appartient, un endroit que nous sommes aussi. Un autre exercice dans ce même genre, c'est par rapport à la joie, parce que ça s'est beaucoup fait par rapport à la tristesse, ou quand je suis en colère, je fais des trucs, mais même quand je suis en joie, parce que quand je ressens cette joie de dire je suis là où je voulais être, je suis là où j'ai envie d'être, ça c'est de la joie, c'est bon, je vis ce que je vis, et quand il y a cette joie-là, d'aller derrière ça, ça veut dire quoi derrière ça? C'est d'aller se dire, il y a encore une autre joie qui accueille cette joie, il y a encore quelqu'un qui accueille cette joie, je ne me laisse pas avoir par l'information première et je vais aller sentir ce hors du temps derrière qui est juste en train d'accueillir cette joie. Je ne sais pas si ça quelqu'un qui accueille cette joie. Je ne me laisse pas avoir par l'information première et je vais aller sentir ce hors du temps derrière qui est juste en train d'accueillir cette joie. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est juste une sensation d'une joie fine qui accueille une joie un peu plus évidente. Bon, je n'insiste pas parce que je veux surtout quelque part vous proposer un exercice. Physique, bon, avec l'énergie, mais physique,
pour voir cet état-là dans lequel on pourrait rêver tous ensemble. C'est presque un exercice, je vous propose, si vous avez un rêve collectif à faire avec des amis, avec des gens, que ce soit la société, que ce soit la famille, de faire cet exercice avant de rêver ensemble, avant de parler ensemble, avant de communiquer ensemble vos rêves. Cet exercice-là a un rapport avec ce que les chamans appellent déplacer son point d'attention. Puisque je vous ai parlé de l'intérêt de l'attention, notre attention, elle part toujours d'un endroit. Enfin, je dis toujours, c'est des mots qui valent ce qu'ils valent, hein. Mais elle part quasiment systématiquement d'un endroit. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir où je suis, d'où part mon attention. Et comme ça, on va voir comment je vais la poser. Elle va se poser différemment. Donc, à vous de jouer. On va commencer ensemble à regarder cette image de manière détendue, comme on regarde des milliers de choses dans la journée, comme on observe à travers la fenêtre de nos yeux. Et pendant qu'on observe, on se demande juste à partir d'où on regarde. Quel est le jeu, où est le centre qui est en train de regarder? Est-ce que c'est mes yeux qui regardent? Est-ce que c'est quelque part entre mon front et mes yeux? Est-ce que c'est mon cœur qui regarde? À partir d'où je regarde? Voilà la première question. Et pour faciliter les choses, pour qu'on travaille tous au même niveau, je vous demanderai qu'on choisisse un espace assez courant qui est l'espace entre les deux yeux. De sentir qu'on regarde à partir de cet espace entre les deux yeux qu'on appelle le troisième œil et que je regarde cette image à partir du troisième œil. Et je m'habitue à sentir en même temps ce troisième œil, en même temps ce que regarde ce troisième œil. Et si on choisit une image qui serait que de ce troisième œil, c'est un projecteur et que je projette cette image, je suis en train de projeter une image à partir de cet endroit-là entre mes deux yeux. Et si on veut changer quelque chose à ça, je vais vous proposer d'imaginer qu'en fait, cet espace entre les deux yeux n'est qu'une lentille, n'est qu'un passage de l'image, et que l'image part de beaucoup plus en arrière, que le vrai projecteur est 30 cm derrière ma tête. Et je vais m'entraîner à passer derrière ma tête, à voir les choses à travers mes yeux, mais celui qui voit, le vrai projecteur, celui qui projette l'image, est 30 cm derrière ma tête. Si vous pouvez faire cet effort de déplacer votre attention et de partir de 30 cm derrière votre tête, derrière votre tête, ça passe à travers le regard et je vois. Si vous pouvez sentir ça, vous habituer à ça et voir si vous le sentez même, à vous lever dans la pièce, à regarder les objets, à vous mettre debout et à regarder avec la caméra qui projette derrière votre tête et qui projette tout ce que vous voyez. Vous voyez un film, vous tournez la tête et vous voyez un film qui tourne et vous sentez que le projecteur est derrière votre tête. 30 cm derrière votre tête, il y a un projecteur, ce qui fait que votre tête, votre regard est inclus dans l'histoire. C'est juste une lentille par où ça passe. Si vous pouvez vous habituer à ça et marcher dans la pièce, et s'il y a des humains, c'est encore mieux, c'est vraiment un exercice à faire entre humains pour sentir qu'on voit les choses différemment. Si je me déplace derrière ma tête, pour sentir profondément ce que ça change en moi, sur ma façon de voir le monde. Et si vous arrivez à sentir une différence, je vous demanderai de bien la valider, de bien sentir cette différence et de voir si vous êtes capable de vous remettre dans cet état-là. Si vous êtes capable de vous rappeler de cet état-là, pour chaque fois où vous aurez besoin d'avoir un peu de détachement par rapport à une situation, chaque fois où vous aurez besoin de sentir le système qui est autour de vous, parce que vous faites partie du système, et le fait de reculer votre regard par rapport à ça vous inclut dans le système, donc vous avez forcément une meilleure vue du système. Je vous demande de calibrer intensément parce que je vais arrêter cette sensation de regarder à partir de derrière la tête. Je vous remercie. Voilà. J'espère que cet exercice a été soit un rappel, soit vous a permis de toucher du doigt d'autres façons
de faire attention, d'autres façons de placer son attention. Et du coup, d'autres façons d'être au monde et d'autres façons de vivre le monde, donc d'autres mondes en fait, et d'autres façons finalement de rêver ensemble ou même de rêver tout seul le monde. Ceci dit, cet exercice parle de ce que j'appelle le développement impersonnel par opposition au développement personnel. Mais on ne peut pas non plus faire l'économie du développement personnel dans rêver ensemble. Parce que d'expérience, on passe très souvent à rêver ensemble, mais en fait chacun pour soi quand on rêve ensemble. Ça veut dire quoi qu'on rêve en fait chacun pour soi et qu'on rêve pas vraiment ensemble? C'est qu'on rêve à partir de nos histoires et que inconsciemment tous nos rêves visent à guérir nos histoires. Donc, au niveau développement personnel, je dirais qu'il y a une chose intéressante à travailler et ça va être l'exercice suivant. Je ne sais pas s'il aura la place dans cette vidéo ou si ça sera en bonus, mais en tout cas, c'est l'exercice suivant. C'est mon rapport à mon impuissance. Qu'est-ce que c'est mon rapport à mon impuissance quand je veux rêver, faire des projets? C'est une sorte de détachement. Qu'est-ce que c'est aussi mon rapport à l'impuissance? C'est le fond de toute blessure. Si on va chercher ce qui nous meut de manière inconsciente, c'est-à-dire tous ces processus pour nous protéger d'anciennes blessures ou de notre histoire, ou pour éviter que les choses se répètent, etc., etc., en fait, tout ce qu'on connaît en psychologie, au fond, que ce soit des blessures de trahison, d'abandon, de rejet, quoi que ce soit, c'est tout au fond une blessure d'impuissance. Dans le sens tout bête où si je suis trahi demain et que je ne me sens pas impuissant par rapport à cette trahison, que j'ai quelque chose que je peux faire, ce n'est pas une blessure. Si enfant, je me sens abandonné, mais que je ne me sens pas impuissant par rapport à cet abandon, que j'ai la possibilité de voir un voisin ou de quelqu'un qui m'aide, je ne suis pas dans une blessure d'abandon. La vraie blessure, au fond, c'est celle qui vient blesser notre toute-puissance enfantine. C'est cette blessure d'impuissance. Et c'est intéressant parce que c'est aussi, paradoxalement, le chemin de la spiritualité, d'accueillir cette impuissance. Alors, c'est nos petites histoires qui vont empêcher que les rêves en commun soient portés comme une vision peut porter. J'ai pas mal d'exemples là-dessus. Dernièrement, je participais à des réunions pour un habitat collectif. On en avait fait plusieurs et c'est vraiment répétitif. On s'aperçoit que dans ce groupe, dans un groupe qui veut rêver ensemble des belles choses que sont l'habitat collectif, eh ben certains vont travailler à travers ça, des blessures de rejet. C'est-à-dire de vouloir habiter collectivement, ils vont essayer de soigner leur impuissance à être rejetés, et ça va poser des dissensions. Alors que le voisin, l'autre, lui, va travailler une autre blessure, il voudrait montrer qu'il y a une solution, il voudrait sauver le monde et montrer qu'il y a une belle solution pour qu'on puisse vivre ensemble, et en fait il le fait quelque part pour une instance parentale, donc il veut vraiment le montrer aux autorités, donc c'est un autre, et toutes ces dissensions qui font que sur un même projet, sur un même rêve qu'on fait ensemble, que chacun plaque le vouloir résoudre sa blessure, de vouloir résoudre le fait d'avoir été impuissant par rapport à sa blessure, c'est un obstacle. Et donc le travail sur cette impuissance ontologique, j'ai presque envie de dire. Ce travail-là me paraît nécessaire pour tout rêveur. Alors si vous êtes prêts pour ce deuxième exercice, c'est une vidéo assez pratique finalement, je voudrais que vous vous équipiez. Vous allez vous équiper d'une photo de vous enfant, donc ça c'est à vous d'aller chercher dans les tiroirs, et vous équiper d'un gris-gris. C'est quoi un gris-gris? Que vous allez faire représenter en fait un groupe ou la famille ou un couple, en tout cas un groupe avec lequel vous avez envie de rêver et de monter des projets, de voir avec qui vous voulez rêver. Je vous demande de le représenter à travers un dessin, un objet, un symbole, pas un mot intellectuel, que ce soit plus de l'ordre de l'objet. C'est pour ça que j'appelle ça un gris-gris. Ensuite,
je vais vous demander, au moment de, quand vous aurez fait ça, vous coupez si vous n'avez pas tout ça, parce que moi je continue. Quand vous aurez ça, je vous demanderai de vous mettre dans l'état du premier exercice. Je vais vous demander de vous mettre derrière la tête. Et derrière la tête, d'écrire un rêve, ou même on peut travailler un rêve que vous avez déjà, un projet que vous avez déjà, un rêve en groupe que vous avez déjà, un rêve en famille que vous avez déjà, un rêve en couple que vous avez déjà, quoi que ce soit, ou vous le créez, ou vous le reprenez. Et je vous demande, dans cet état de conscience du premier exercice, de l'écrire à partir de ce rien qui contient tous les possibles, de l'écrire de loin en fait, de l'écrire alors que rien n'est encore créé, comme s'il fallait que vous retrouviez une formulation un peu neuve. Ça peut prendre du temps. Quand ça c'est fait, c'est pas fini. Il vous faudra aussi penser, imaginer, trouver. Qu'est-ce que vous avez comme ressource au fond de vous, comme croyance d'amour en fait? Qu'est-ce que vous avez comme ressource englobante, quelque chose qui peut tout prendre dans ses bras? Qu'est-ce que vous avez comme croyance? Ça peut être des croyances en amas, en quoi que ce soit, mais ça peut être aussi des croyances dans la nature, ça peut être des croyances pour certains scientifiques. C'est pas grave, mais en tout cas, une ressource plus grande que vous. Une ressource qui englobe votre histoire et l'histoire des autres, qui englobe tous les rêves du monde. Une ressource, voilà, je crois que j'ai dit englobante. Quand vous aurez tout ça, je vous laisse le temps d'avoir tout ça, on va organiser quelques rencontres comme en constellation. Vous allez vous installer avec les objets que vous avez et j'aimerais que vous commenciez par mettre en face de vous, bien installé, cette ressource globale et qu'on fasse une rencontre. Vous allez fermer les yeux et sentir l'énergie de cette ressource globale. Tout existe en vous. Tout ce que vous pouvez imaginer dehors existe aussi dedans. Là, je vous demande une rencontre avec une ressource. Elle existe dehors et dedans. Je vous demande de vous mettre en relation en fait. Et toute relation commence quand même par une reconnaissance. Donc les yeux fermés face à cet objet qui représente la ressource. Vous pouvez la nommer. Elle peut vous nommer. Vous vous reconnaissez. Je suis, et toi tu es. Et vous l'écoutez vous répondre. Elle vous répond, je suis cette ressource, et toi tu es. Et vous regardez comment vous vous sentez face à une ressource capable d'accueillir toutes les histoires dont la vôtre. Alors vous regardez comment vous vous sentez corporellement, comment vous vous sentez physiquement, sans partir dans des films. Juste qu'est-ce que ça me fait physiquement d'être en relation avec une entité englobante, accueillante, avec l'accueil, capable de m'accueillir. Est-ce que je me donne la permission de me sentir accueilli? Est-ce que je peux accepter d'être accueilli complètement à 100%? Vu que ce n'est qu'un jeu de projection, qu'est-ce qui m'empêche de me faire du bien maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche? Quel serait le gardien qui me dirait mais là, non, tu ne vas pas te sentir accueilli, alors que ça n'a aucun sens de ne pas se sentir accueilli à ce moment-là? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire du bien en urgence, au lieu de prendre mon mal en patience? Si je peux goûter pendant au moins tout le temps que je parle, pendant au moins une grosse minute, dans mon corps, de sentir je suis accueilli par plus grand que moi. Et en face de moi, il y a une entité
bienveillante, capable d'accueillir ce petit moi que je suis. Je goûte l'expérience, parce que c'est une expérience. C'est juste une histoire de permission, parce que ça peut aller très fort en énergie. Il s'agit juste que je me donne la permission d'être accueilli. Maintenant, dans cette pièce où je suis, là où il n'y a aucun danger, je peux jouer à ça et je peux vivre ça. En fait, je peux contacter cette relation qui existe depuis tout temps. Je la contacte. Je remercie profondément ce que j'ai choisi comme ressource englobante et accueillante. Je la remercie très profondément et je me déplace dans la pièce. Je vais m'asseoir ailleurs avec la photo de moi enfant. Je prends le temps de garder ces sensations d'avoir été accueilli. Non seulement je prends le temps de garder ces sensations d'avoir été accueilli, mais je vais invoquer cette ressource, je vais être cette ressource, je vais me mettre à la place de cette ressource, quelle qu'elle soit. Que ce soit Dieu, la nature, je vais prendre cette place, je vais l'invoquer de manière à représenter cette ressource. Je vais goûter jusqu'au bout de mes orteils, je vais goûter jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'au sommet de ma tête, d'être habité par cette belle ressource, capable d'un accueil immense, infini, illimité, inconditionnel. Et quand je me laisse habiter par ça, je vais prendre la photo et je vais la mettre en face de moi. Je vais me retrouver ressource d'accueil face au petit garçon ou à la petite fille que j'ai été avec sa blessure d'impuissance. Je vais regarder son impuissance. Je vais regarder aussi sa croyance dans sa toute-puissance. Je vais le regarder comme on regarde un enfant à partir d'un endroit qui est accueil total. Et pareil, je vais rentrer en relation. J'incarne cette ressource. Et toi, tu es le petit et vous dites votre prénom. Ou la petite et vous dites votre prénom. Avec tes blessures, avec ton histoire, avec quoi que tu aies vécu. Et si cet enfant peut vous répondre, oui, je suis avec le prénom, avec mon histoire, avec mon impuissance, avec mes blessures. Et toi, tu es cette ressource capable d'un accueil immense. Et toi, tu es cette ressource capable de tout englober. Présentation. Quand vous vous présentez, vous fermez les yeux et vous sentez la relation. Vous sentez la relation que vous avez, vous, ressource immense, nature, terre-mère, divin, quelle que soit cette ressource immense. Et que vous puissiez voir l'impuissance d'un petit enfant que vous avez été. Et que vous puissiez aimer, accueillir, faire la paix dans votre immensité avec ce tout petit enfant, fragile, avec son impuissance, ses peurs, ses blessures, quelles que soient ces blessures, trahison, abandon, vous l'accueillez. Et si vous pouvez le sentir dans votre cœur, ce travail, et si vous pouvez sentir avec ce cœur de la ressource que vous êtes capable de dire, quoi que tu aies vécu, quoi que tu n'aies pas pu faire pour réparer, quoi que tu n'aies pas pu faire, on parle d'impuissance, pour te défendre, quoi que tu n'aies pas pu faire pour transformer une histoire pas toujours heureuse, quoi que tu n'aies pas pu faire, j'accueille
J'aime ce que tu es avec ton impuissance. J'accueille ta fragilité. J'accueille totalement. Si vous pouvez sentir votre cœur, votre ventre, si vous pouvez rester dans les sensations, les yeux fermés, si vous pouvez accueillir ce petit garçon ou cette petite fille avec votre immensité en fait. Si vous pouvez être tellement immense, tellement grand, que rien ne vous arrête dans l'accueil. Si cette impuissance-là, vous pouvez l'aimer profondément, pas chercher à la changer, pas chercher à la guérir, pas chercher à l'améliorer. Juste accueillir la beauté toute simple d'un enfant dans sa fragilité, dans son impuissance, dans ses croyances, qu'en étant loyal, il va s'en sortir, qu'en étant coupable, il va s'en sortir, toutes ces croyances. Vous ne les jugez pas. Vous accueillez. Ça, c'est la deuxième relation que je vous propose. Je voudrais que vraiment vous sentiez que cette relation-là, elle est possible. Que vous pouvez, là où vous êtes, dans la peau de cette ressource, accueillir infiniment toute impuissance, quelle qu'elle soit. Toute impuissance avec tendresse. Et je vous laisse le temps de faire un geste rituel, de caresser la photo, de vous incliner devant la photo, quel que soit votre geste. J'aimerais que corporellement, pour la mémoire corporelle, pour que votre inconscient se rappelle de ce moment, que corporellement vous puissiez signer cette relation d'amour avec votre impuissance, avec l'impuissance d'un petit enfant, de tous les petits enfants du monde, avec l'impuissance du petit enfant que vous avez été. Laissez votre corps faire ce qui est juste. Laissez vos sensations vous guider. Laissez un monde beaucoup plus profond, plus animal, régler les choses. Ça, c'était la deuxième rencontre. Prenez le temps de remercier le petit enfant. Et quand vous l'avez remercié, vous le gardez avec vous et vous allez vous mettre encore à une autre place, côte à côte. Vous et le petit enfant avec sa blessure d'impuissance, côte à côte, main dans la main, ensemble, face au groupe et au projet, face au groupe avec lequel vous voulez rêver ensemble. Vous allez faire alliance avec le petit garçon ou la petite fille, en étant une ressource immense d'accueil, et vous mettre face au groupe avec lequel vous voulez rêver, que ce soit votre famille, votre couple, ou un groupe spécifique, que vous avez représenté par un objet, et vous vous mettez face à cet objet. Et vous refermez les yeux, et vous laissez les présentations se faire. Je vous laisse faire, vous commencez à connaître, je vous laisse vous présenter. Le groupe se présente, l'enfant se présente, la ressource se présente. Vous vous rencontrez vraiment, vous vous appelez par vos vrais noms. Vous appelez un chat, en toute sincérité. Et vous regardez comment vous vous sentez. Et vous regardez comme en constellation à partir de maintenant, comment vous vous placez. Il est possible que vous ayez envie de vous déplacer, il est possible que vous ayez besoin de vous rapprocher, de vous éloigner. Vous laissez faire quelque chose qui n'est pas du tout rationnel, pas du tout mental. Laissez votre corps vivre dans l'invisible et dans le visible, cette relation-là. Laissez se dessiner des chemins nouveaux. Peut-être vous avez besoin de vous lever et de vous rasseoir. Peut-être vous avez besoin de rester complètement immobile. Laissez l'intelligence corporelle
Ceci dit, en passant, pour moi, le corps et l'inconscient, c'est presque la même chose. Donc quand je dis intelligence corporelle, on pourrait dire l'intelligence du monde du rêve, de l'inconscient. Laissez faire. Faites un chemin vers un pacte profond, de paix profonde entre ces trois personnages, entre le groupe et son projet, entre le groupe et le projet et vous en tant que ressource d'accueil, entre le groupe, le projet, vous, présence d'accueil, et le petit garçon ou la petite fille que vous avez été. Un système. Voilà un système. Cherchez la paix dans ce système. Cherchez l'harmonie dans ce système. Cherchez les meilleures places de chacun. Dans quel ordre il faut que vous vous placiez. Est-ce que ça fait un triangle? Est-ce que ça fait une ligne? Cherchez le plus beau dessin d'énergie pour cette relation. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Et si vous avez même besoin d'arrêter la vidéo pour faire ça, pas de souci. Quand ça sera fait, quand vous aurez fait votre mandala, des bonnes conditions pour rêver ensemble correctement, c'est-à-dire, quand je dis correctement, c'est-à-dire d'inclure l'invisible dans le fait de rêver ensemble, d'inclure le subtil dans le fait de rêver ensemble. Quand vous aurez réuni ces conditions en mandala, c'est-à-dire en dessin sur le sol et dans l'espace, je vous demande à ce moment-là, une quatrième étape, je vous demande à ce moment-là, vous, qui que vous soyez, que ce soit vous dans votre ressource, que ce soit l'enfant, que ce soit le groupe, que ce soit le projet, d'accepter de vous abandonner à plus grand que vous, dans le sens où vous pouvez dire « Maintenant j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant l'univers a aussi à prendre son chemin et j'ai confiance. Maintenant, il s'agit d'avoir confiance. Maintenant que vous êtes dans cet état-là, maintenant que vous avez été aussi loin dans cet accord subtil, il manque encore, et c'est ça qu'on va faire maintenant, la confiance. Quel que soit le chemin que ça prenne. Maintenant que j'ai tout mis en place avec mon cœur, avec mon accueil de mon impuissance, j'ai confiance dans ce qui va se passer. Je ne contrôle pas tout. Impuissance bienheureuse. Je ne contrôle pas tout. Et je m'abandonne, je confie à plus grand que moi, à l'univers, la réalisation de ce rêve. Ça ne veut pas dire que je ne ferai rien, que je ne ferai pas tout ce qu'il faut pour qu'il se réalise. Mais en même temps, et surtout, c'est là que ça se joue. J'ai confiance, je confie à l'univers pour qu'il prenne le meilleur chemin. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout contrôler. Et le chemin à prendre, je fais confiance. Si vous pouvez faire un petit rituel de se confier au destin. Voilà, c'est tout. Je vous demanderai de remercier les objets. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est important de les décharger parce que nos projections chargent les choses. Notre façon de projeter des choses sur les gens les charge, de projeter des choses sur les objets les charge. Si vous voulez bien les décharger, laisser partir ces objets, leur dire tu n'es plus, tu ne représentes plus. Et la photo, bon, bien sûr qu'elle continue à vous représenter, mais si vous pouvez remercier en tout cas, remercier chaque objet, que ce soit la photo, quoi que ce soit, et de les remettre à leur place. Parce que ce petit exercice s'arrête là. Vous pourrez, je pense, à chaque nouveau projet ou à chaque fois que vous en aurez envie, je pense que ce petit exercice est un bon nettoyage avant tout rêver ensemble. Voilà. En vous souhaitant les plus beaux rêves, les rêves les plus fous qui soient.